Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue aux 20h de la télévision du Burkina. Les titres de l'actualité. Le verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO continue de susciter diverses réactions. Les députés qui ont voté la loi le 7 avril dernier se prononcent. Les OAC qui ont soutenu la modification du code électoral ne sont pas en reste. Qu'en pense enfin le citoyen lambda? Ces différents avis sont à entendre dès le début de ce journal. Difficile d'envisager la mise en valeur de son terrain au secteur 46, plus connu sous l'appellation de Yamtenga. Ce quartier de la capitale est loti depuis 2006. Mais à ce jour, les résidents qui n'ont pas été attributaires refusent de libérer les lieux. La cause, le lotissement qui n'aurait pris en compte que 25% des autochtones. La tension entre attributaires et non attributaires est souvent vive. Le constat dans ce journal. Autre point de l'actualité, le sens du balafon en pays lobby. L'instrument de musique est omniprésent à l'occasion des fêtes, qu'elles soient populaires ou religieuses. Petit cours d'histoire dans cette édition avec l'un des plus célèbres balafoninistes en la personne de Nani Palais. On lui doit l'indicatif de la radio Haute Volta à son ouverture en 1959. Mais tout d'abord, 3 membres du gouvernement étaient face à la presse ce matin au menu des échanges avec les hommes des médias. Le verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, la campagne agricole et la question liée à la gestion des migrants au Burkina se sont invités dans les débats. La synthèse avec Maxime Zongo. Comme il fallait s'y attendre, la crise entre le régime de sécurité présidentielle et le Premier ministre, le verdict de la Cour de justice de la CEDEAO ont occupé une place de choix à l'occasion de ce face-à-face, journalistes représentants du gouvernement. Concernant le premier sujet, pour Frédéric Nikiema, le cadre de concertation initié par Michel Kafando se déroule bien et les conclusions seront incessamment déposées pour permettre au président du Faso de prendre utilement des décisions qui conviennent. Tout se passe bien, les discussions avancent et je pense que très prochainement, comme il a annoncé le président du Faso, il sera à mesure de trancher sur la question et nous fixer définitivement sur les recommandations définitives qu'il aura adoptées pour nous permettre donc de sortir de la crise que nous traversons actuellement. S'agissant du verdict de la Cour de justice de la CEDEAO, le gouvernement, selon le ministre de la Communication, prendra des décisions conformément à la légalité. Il faudrait donc aussi nous laisser le temps vraiment d'analyser pour voir dans quelle mesure on peut trouver une solution pour prendre en compte donc tout ce qui a été dit au niveau de la Cour de justice. La campagne agricole 2015-2016 connaît une installation difficile et tardive sur l'ensemble du territoire national. Le gouvernement a bien un plan B qui peut être considéré en plusieurs points. Le premier point, c'est d'abord les conseils techniques. Deuxième aspect, c'est l'opération Saga. Et puis, troisième élément de ce plan B, c'est que les stocks, vous savez que nous avons la SONAGES. Et puis, il y a le dernier aspect, qui est ce que nous avons toujours appelé l'irrigation de complément. Avec le ministre délégué chargé de la coopération régionale, les échanges ont porté sur la situation de la coopération bilatérale et multilatérale, mais également sur la gestion des questions de migration. Il y a des conditions pour vivre dans un pays, il y a des conditions pour exercer dans un pays, c'est vous qui devez les remplir. Évidemment, il se peut que maintenant, avec l'accord de certains pays, on puisse trouver les voies et moyens peut-être d'accompagner certains à obtenir les papiers. Au-delà de ces centres d'intérêt, bien d'autres sujets ont fait l'objet d'explications détaillées par les membres du gouvernement présents à ce point de presse. Et sur le verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, les réactions se font entendre. Acteurs politiques et sociétés civiles font leur lecture de la décision qui dénonce une inconstitutionnalité du code électoral adopté le 7 avril dernier par le Conseil national de transition, Issa Lankwande. Au lendemain du verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO au sujet du nouveau code électoral, les principaux acteurs continuent de réagir. Dans un communiqué, le gouvernement burkinabé a dit prendre acte de ce verdict. Pour les partis de l'ex-majorité, la décision rendue par l'institution communautaire n'est que justice car la loi n'avait que pour objectif d'exclure purement et simplement un grand nombre de citoyens qui ont pourtant leur contribution à apporter dans l'édification du pays. La Cour constate que c'est mal rédigé.
ambigu, tout ça, c'est une mauvaise rédaction. Et la Cour constate qu'au-delà même de l'exclusion individuelle vis-à-vis des individus, c'est massif. En fait, ça ne fait qu'aggraver et alourdir le constat que ce corps-là est un corps qui exclut des citoyens burkinabés, qui viole leurs droits. Du côté de ceux qui ont voté la loi, ce verdict a plutôt été accueilli dans la surprise et l'incompréhension au regard du lot tribut payé par le peuple au cours de l'insurrection. Nous sommes dans un état de droit démocratique. Et par conséquent, il faut aussi se plier aux décisions de justice. Voilà. Maintenant, mon souhait est que, en tout cas, les autorités de la transition que nous sommes, on puisse trouver en tout cas une formule quand même pour ne pas trahir la mémoire de nos martyrs. Parce que je ne voudrais pas que cette décision, parce que c'est qui victoire, je ne voudrais pas que cette décision soit un peu une prime à l'impunité ou à l'irresponsabilité des responsables du régime déchu. Ce verdict constitue une nouvelle donne qui appelle l'État burkinabé à revoir certaines dispositions de sa loi électorale qui, selon la Cour de justice de la CEDEAO, comporte des velléités d'une exclusion massive de citoyens à la compétition électorale. Si l'ex-majorité y voit une victoire, ce n'est pas le cas de l'UNIR-PS de Maître Benewende Sankara. La décision qui a été... Toutes nos excuses pour ce reportage qui finit brusquement, mais nous reviendrons sur cet élément dans le cours de ce journal. Alors nous allons maintenant nous poser la même question aux citoyens lambda. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce verdict rendu par la Haute Cour de justice de la CEDEAO? Amandine Lalsaga a tendu son micro à certains Ouagalais qui se prononcent. Suivez plutôt. Par rapport au verdict de la CEDEAO, je ne suis pas du tout content. Parce qu'en réalité, la CEDEAO, son verdict est en train de soulever une tension populaire. Parce que je crois que c'est suite à ce truc que tout le peuple s'est levé pour dire non au silence de la CEDEAO qui devrait dire au régime de Blaise Compaoré, depuis la nuit des temps, de céder le pouvoir. Ils l'ont laissé faire jusqu'à... Mais on ne peut pas aujourd'hui venir dire que non, qu'on a exclu des gens. Par rapport à quoi? Ah, ça, il ne faut pas que ça crée la guerre. Si ça crée la violence, il ne faut pas. Si ça ne crée pas la violence, on peut. Je pense que la CEDEAO a donné tard son verdict, puisque normalement, ce qui est dit, il n'est pas autorisé de changer une loi qui régit le code électoral avant 6 mois. Le peuple ne doit pas prendre en compte le verdict de la CEDEAO. Et je disais que aussi la CEDEAO devait prendre en compte l'expression du peuple burkinabé en ce qui concerne cette loi. De permettre à les gens d'être candidats. Je suis d'accord parce que on veut la paix. S'il fait ça, je pense qu'on aurait la paix. Qui peut être candidat cette année à la présidentielle? La question fait l'objet de la chronique politique de ce mardi 14 juillet, alors que pour la plupart des états-majors des partis désignent leur candidat à la présidentielle d'octobre. Viviane Tienre-Bergo s'est intéressée à la question de l'éligibilité et voici son commentaire. Vous voulez être candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre 2015? Il vous faut être âgé d'au moins 35 ans à la date de dépôt de votre dossier de candidature. Et si vous remplissez cette condition, il vous faut également être né burkinabé, ce qui ne prend pas en compte ceux et celles qui ont acquis leur nationalité par le mariage ou par la naturalisation. Et pour le poste de premier magistrat du pays des hommes intègres, les candidatures peuvent être individuelles ou parrainées. Et l'article 135 du nouveau code électoral détermine 4 conditions qui rendront certains prétendants inéligibles. Aux 3 premières contenues dans l'ancien code s'ajoute celle de ne pas avoir soutenu un changement anticonstitutionnel, je cite, qui porte atteinte au principe de l'alternance démocratique. Mais la Cour de justice de la CEDEAO, dans sa décision du 13 juillet 2015, remet en cause cette disposition de la nouvelle loi électorale qui, selon elle, est, je cite, une violation du droit de libre participation aux élections. La communauté ordonne par conséquent à l'État du Burkina Faso de lever tous les obstacles à une participation aux élections consécutives à cette modification. Et contrairement aux autres années,
Les candidats doivent déposer une caution non de 10 millions mais de 25 millions de francs CFA. C'est une somme qui leur sera remboursée à condition qu'ils recueillent au moins 10% des suffrages exprimés. De quoi comprendre les hésitations de certains qui, à coup sûr, verront leur caution reversée au trésor public puisqu'ils ne sont pas assez représentatifs pour réunir autour de leur projet de société au moins 10% des votants. Et la chronique politique, c'est à retrouver tous les mardis dans nos éditions. Dans la suite donc de ce journal, le budget de l'État gestion 2016 qui prend forme. Le processus est à son début avec les débats budgétaires et pour l'objectif est d'élaborer un avant-projet de budget définitif. Plus de précisions avec Aboubacar Sayon. Autour de la table, le président du Conseil économique et social, accompagné de ses proches collaborateurs et les membres de la commission technique budgétaire, est là pour présenter et défendre l'avant-projet de budget gestion 2016 de son institution. Toutes les dépenses sont passées en revue, de la dette au salaire, en passant par les dépenses de fonctionnement, les dépenses de transfert courant et les investissements. Nous avons besoin de l'argent, comme on dit, c'est le nerf de la guerre. Évidemment, nous aurons ce que nous pouvons avoir, mais nous ferons tout pour travailler. Le budget gestion 2016 se prépare dans un contexte de faible mobilisation des ressources due à la crise sociopolitique que traverse le Burkina Faso. Lesquelles crises ou remous sociaux empêchent les investisseurs qui sont actuellement à l'intérieur d'accroître leur investissement et pire, empêchent les investisseurs qui étaient déjà à la porte du Burkina pour rentrer et investir. On passe en revue ce contexte pour qu'ensemble, les ministères et institutions comprennent pourquoi nous ne pouvons pas véritablement prendre en compte l'intégralité des besoins que chacun exprime. Les priorités du budget gestion 2016 sont la santé, l'emploi, l'éducation et les secteurs de soutien à la production comme l'agriculture et l'élevage. Quelles sont alors les différentes étapes à franchir pour élaborer le budget de l'État, de la phase de préparation à la direction générale du budget, en passant par le débat budgétaire que vous venez de voir et l'adoption par l'Assemblée nationale. Le processus s'étend sur presque un an. Aboubacar Sayon répond. L'élaboration du budget de l'État est composée de plusieurs étapes. La préparation de celui de 2016, par exemple, a débuté depuis février 2015 avec le cadrage budgétaire. Qui consiste, à partir des grands agrégats macroéconomiques, à déterminer le volume des dépenses publiques compatibles avec le niveau de croissance que nous voulons pour 2016. Ça n'est suivi l'étape d'élaboration des enveloppes sectorielles du cadre de dépenses à moyen terme. Chaque ministère ou institution se voit allouer une enveloppe pour ses dépenses de personnel, une enveloppe pour ses dépenses de fonctionnement, une enveloppe pour ses dépenses de transfert et une enveloppe pour ses investissements. C'est sur la base de ces enveloppes que les ministères et institutions élaborent leur avant-projet de budget. Mais le processus commence véritablement au mois de mai avec la signature par le président du FASO de la circulaire budgétaire. Cette circulaire budgétaire donne les grandes orientations pour pouvoir élaborer les besoins de budget des ministères dans leur document qu'on appelle avant-projet de budget pour la gestion 2016. Maintenant, on procède à cette étape d'arbitrage maintenant entre chaque ministre et puis le ministre de l'économie et des finances. L'avant-projet de budget de l'État qui sortira de cet arbitrage sera examiné et amendé en Conseil des ministres avant d'être déposé à la représentation nationale pour adoption. Les femmes entrepreneurs de l'espace CEDEAO veulent s'attaquer au marché américain. Une rencontre d'échange est en cours à Ouagadougou depuis ce matin. À cet effet, la promotion des échanges interrégionaux est la première étape à franchir. Aimé Solange Guigma.
L'objectif de cette rencontre est d'impliquer les femmes entrepreneurs dans les flux commerciaux à travers la dynamisation des échanges interrégionaux et l'accès au marché américain. Ces 2 jours d'échange vont permettre aux femmes entrepreneurs qui sont là de voir quelles sont les opportunités qui se présentent à elles et de comprendre aussi qu'ensemble, elles peuvent dépasser le local, la sous-région et arriver sur le marché américain. Nous avons mis en place également la stratégie pour la promotion de l'entrepreneuriat féminin qui est un cadre d'orientation et également comment mobiliser des ressources pour pouvoir accompagner nos femmes. Dans ce combat pour l'accès au marché international, ces femmes chefs d'entreprise de l'espace CEDEAO ont le soutien du gouvernement américain qui a lancé en juillet 2010 un programme de l'entrepreneuriat des femmes africaines. C'est un groupe de sensibilisation, d'éducation pour toutes les autres femmes entrepreneurs pour qu'elles puissent vraiment trouver un moyen de faire promouvoir leurs entreprises, mais surtout qu'elles puissent innover et puissent créer des emplois aussi pour les jeunes. Durant ces 2 jours d'échange, elles vont s'imprégner du contenu du dit programme, des politiques commerciales de la CEDEAO et des États-Unis d'Amérique et procéder à la mise en place de réseaux de femmes d'affaires ouest-africaines. Je vous le disais en titre, il est pour le moment difficile d'envisager la mise en valeur de son terrain au secteur 46 de la ville de Ouagadougou. À Yamtenga, 9 ans après le lotissement, les résidents refusent de céder les parcelles aux attributaires. Une situation qui soulève bien des tensions, mais les protagonistes ont chacun leurs arguments. Draman Guéné est allé à leur rencontre pour en savoir davantage. Voici son reportage. Yamtenga, secteur 46, arrondissement 11 de Ouagadougou. Le lotissement de cette zone opérée depuis 2006 n'a rien changé à son statut de quartier précaire. Francisca Zouré est établie ici depuis 1998 avec ses 6 enfants. En 2006, le lotissement s'est fait sous ses yeux. Ils ont dit qu'ils ont recensé par-ci, mais ils n'ont pas donné à quelqu'un. Que peut-être s'ils vont relever encore pour faire le travail là, ils vont nous donner la place. Peine perdue. Francisca Zouré ne sera pas attributaire de parcelles. Pire, sa cour est attribuée à une personne non résidente selon elle. Elle n'est pas d'ici. Elle est jusqu'à Dassasso. Le jour quand elle vient, lui est à Dassasso. Moi, je dis, moi ici, combien d'années tu vas venir prendre ma place ici? Je ne sors pas. Tant que je ne gagne pas ma parcelle là, même si je vais mourir. Il y a un bon nombre d'habitants qui n'ont pas encore été attributaires de parcelles. Sur la base d'un communiqué qui suspend toute activité de mise en valeur dans les zones contestées, les résidents de Yamtenga d'un commun accord refusent de déguerpir. Nous les encourageons de ne pas quitter, afin que ça soit des preuves pour qu'on puisse se rendre compte effectivement, que nos autorités sachent qu'effectivement, il y a eu des gens qui ont habité ici. Voici toujours leur maison. Ils n'ont pas eu leur maison, et ils n'ont pas eu de parcelle et ils attendent d'être attributeurs. Ça ne fait pas partie de mes compétences. Donc, ce que nous pouvons faire, comme je viens de le dire tantôt, c'est de faire en sorte et de faire comprendre, de sensibiliser et pour qu'ils patientent jusqu'à ce qu'on mette en place le maire à venir. Chez certains, par contre, la coexistence est pacifique. Mon voisin, ça ne dépasse pas 2 semaines. Il m'a demandé que, ils sont plus de 6 personnes dans mon parcelle avec sa famille, mais c'est dans 8 tôles. Il a demandé même d'ajouter 8 tôles. J'ai dit, il n'y a pas de problème. La cour, là, c'est pour nous tous. Les jours que vous aussi vous gagnez pour eux, vous pouvez partir. Pour les non-attributaires constitués en comité de veille, plus de 75% des résidents réels n'ont pas eu de parcelle. Bras de fer donc entre attributaires et non-attributaires. Un bras de fer qui ne saurait trouver solution sous la délégation spéciale si ce n'est la patience. Patience, mais pour combien de temps encore? C'est le 2e appel à projet pour le financement du Fonds d'intervention pour l'environnement dans la région des Hauts-Bassins. Une trentaine de promoteurs a vu ces projets soutenus et la manne financière s'élève à près de 400 millions de francs CFA. Awa Ouedraogo. Montant de 9 millions de francs CFA en main, elle est représentante d'une association bénéficiaire du Fonds d'intervention pour l'environnement PFIE. Et comme elle, ce sont au total 32 promoteurs de projets qui sont retenus dans la région de Haut-Bassin suite au 2e appel à projet du PFIE
lancé en août 2014 pour un financement d'environ 400 millions de francs CFA. Et dans notre association, on prépare le Sumbala et le Zamené. Ce financement peut nous aider à protéger l'environnement parce qu'on ne va plus utiliser le bois. La fumée aussi ne va pas nous déranger. On aura aussi des chez-soi. Le fonds d'intervention pour l'environnement se veut un outil pour optimiser la contribution des acteurs à la base dans la mise en œuvre de la politique nationale en matière d'environnement et de développement durable. Ce qu'on attend de tous ces promoteurs, c'est la mise en œuvre effective de ce qu'ils ont soumis dans leur dossier de candidature. Le pré-FIE, Fonds d'intervention pour l'environnement, a été lancé en 2013. Il est appuyé par des partenaires techniques et financiers tels que la coopération luxembourgeoise et suédoise à travers le programme d'appui au secteur forestier. Restons encore dans les hauts bassins précisément dans le Tui pour évoquer la campagne agricole. Elle connaît une installation difficile et les producteurs scrutent le ciel avec espoir. À cette date, ils sont encore au stade de semis. C'est le constat fait par Moumouni Barou. Au fur et à mesure qu'on avance dans le temps, l'espoir des producteurs dans la province d'Ituri s'amincit. L'explication, la pluviométrie tarde à s'installer et la quantité d'eau tombée pour l'heure ne permet pas d'entamer avec sérieux les activités agricoles. Ici, par exemple, à Karaba, un village situé à une dizaine de kilomètres de Houndé, la famille Sawadogo est en plein semis. Cette année, c'est dur. L'année dernière, les semis étaient à un stade avancé. Mais ce n'est pas le cas actuellement. Vous voyez, j'ai mis la fumée organique avant de labourer. Mais il n'y a pas de pluie. Là, l'exploitation de Dauphiny d'Omboué, la situation est beaucoup plus reluisante car lui a profité des pluies précoces. Heureusement, à ma part, j'ai eu à semer un peu tôt, quoi. À un moment donné, on a eu la chance. La pluie est venue tomber. Donc, voilà pourquoi ça a poussé. Ce producteur de coton, dont le champ est situé à quelques encablures de la commune de Dohoun, se pose beaucoup de questions sur l'avenir de son champ. Pour lui, la situation est alarmante car tous ses revenus seraient basés sur l'agriculture. La saison est mal démarrée. Il n'y avait pas la pluie. Et on a cueilli un chemin. La pluie vient nous tromper, ça vient petit comme vient de semer, ça ne pousse pas. On ne sait pas que les paysans, est-ce qu'on peut se nourrir cette année à la fin de la saison? Les spécialistes de l'agriculture partagent également cette inquiétude du retard de la pluie. Mais ils estiment qu'avec la prise en compte des différents conseils pratiques, il n'y a pas de quoi s'alarmer. Au stade actuel, nous sommes aux opérations de labour. Par endroit, c'est des semis. En tout cas, comparativement à l'année passée, peut-être qu'à cette période, on était au stade de montaison. Nous conseillons en tout cas les producteurs à l'utilisation et à la production de la fumée organique. Nous proposons des variétés avec un cycle tel que le wari, le barca. Pour cette campagne agricole 2015-2016, il est prévu d'emblaver une superficie de 150 000 hectares, toutes spéculations confondues, dans la province d'Ituri. Et pour la production du maïs à lui seul, il est attendu 300 000 tonnes. L'opérationnalité sur le terrain, c'est ce qui est enseigné au centre de formation professionnelle de référence de Zignaré. Pour plus d'efficacité, une mise à jour s'impose, d'où l'initiative depuis plusieurs années maintenant de la Chine-Taïwan de renforcer les compétences du centre. Le point avec Amandine Lalsaga. La 4e session de la formation des formateurs a réuni à Zignaré dans l'Oubri-Tenga 122 stagiaires venus de différentes régions du Burkina. Pour la promotion 2015, 8 filières sont ouvertes au profit des stagiaires pour plus de 45 jours de formation. Une formation qui sera assurée par des experts venus de la Chine-Taïwan, pays initiateur du projet. On va faire la certification parce qu'il faut faire confiance aux entrepreneurs privés surtout, de savoir, de reconnaître la valeur de notre certification. On va aussi, à travers le centre de formation professionnelle de référence à Zignaré, d'établir une plateforme
pour augmenter l'accès au marché d'emploi. Débuté en 2012, le projet a déjà permis de former plus de 300 stagiaires. Toute chose qui contribue à lutter contre le chômage au Burkina Faso. Et la partie burkinabé de souhaiter sa pérennisation. Nous considérons qu'une telle initiative doit être poursuivie parce que la lutte contre le chômage des jeunes véritablement est liée impérativement à une formation de qualité de nos stagiaires. La pérennisation du projet, c'est également l'ambition de la République de Chine Taïwan qui envisage la construction d'un autre centre de formation professionnelle de référence à Bobo-Dioulasso. Revenons sur ce reportage. Sur les réactions suite au verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO, les acteurs politiques et la société civile font leur lecture. Voici le reportage de Issa Lankwande. Au lendemain du verdict rendu par la Cour de justice de la CEDEAO au sujet du nouveau code électoral, les principaux acteurs continuent de réagir. Dans un communiqué, le gouvernement burkinabé a dit prendre acte de ce verdict. Pour les partis de l'ex-majorité, la décision rendue par l'institution communautaire n'est que justice car la loi n'avait que pour objectif d'exclure purement et simplement un grand nombre de citoyens qui ont pourtant leur contribution à apporter dans l'édification du pays. La Cour constate que c'est mal rédigé, ambigu, tout ça là, c'est une mauvaise rédaction. Et la Cour constate que au-delà même de l'exclusion individuelle vis-à-vis des individus, c'est massif. En fait, ça ne fait qu'aggraver et alourdir le constat que ce corps-là est un corps qui exclut des citoyens burkinabés, qui viole leurs droits. Du côté de ceux qui ont voté la loi, ce verdict a plutôt été accueilli dans la surprise et l'incompréhension au regard du lot tribut payé par le peuple au cours de l'insurrection. Nous sommes dans un état de droit démocratique. Et par conséquent, il faut aussi se plier aux décisions de justice. Voilà. Maintenant, mon souhait est que, en tout cas, les autorités de la transition que nous sommes, on puisse trouver en tout cas une formule quand même pour ne pas trahir la mémoire de nos martyrs. Parce que je ne voudrais pas que cette décision, parce que ceux qui crient victoire, je ne voudrais pas que cette décision soit un peu une prime à l'impunité ou à l'irresponsabilité des responsables du régime déchu. Ce verdict constitue une nouvelle donne qui appelle l'État burkinabé à revoir certaines dispositions de sa loi électorale qui, selon la Cour de justice de la CEDEAO, comporte des velléités d'une exclusion massive de citoyens à la compétition électorale. Si l'ex-majorité y voit une victoire, ce n'est pas le cas de l'UNIR-PS de Maître Benewende Sankara. La décision qui a été rendue également, si vous suivez tous les acteurs, aussi bien du CNT, du gouvernement et de nous autres acteurs de l'insurrection, nous restons persuadés que l'esprit de la loi a été magnifié par la Cour de justice de la CEDEAO. Sans remettre au Conseil constitutionnel ou initier des concertations avec tous les acteurs de la vie politique pour permettre la tenue à bonne date des élections, la question reste posée. On en vient à ce focus sur le balafon. L'instrument de musique fait l'objet d'un grand respect en pays lobby. Le balafon est en effet omniprésent dans les us et coutumes du sud-ouest. Nani Palais est l'un des célèbres joueurs de balafon et compositeur de son époque. On lui doit le tout premier générique de la radio Haute-Volta à son ouverture en 1959. Nani Palais, décédé en 1982, vit toujours à travers ses œuvres Dramandadia. Les anciens ont certainement souvenance de ces notes, l'indicatif de la radio Haute-Volta à son ouverture en octobre 1959. C'est l'œuvre du chanteur-compositeur balafoniste et poète Lobi, Nani Palais. Voilà aussi son fameux balafon qui a joué pour l'indicatif de l'ouverture de la radio à son temps. Comme vous entendez, ici, à Radio Haute-Volta, c'est Nani Palais. 33 ans après sa mort, ces notes continuent de résonner sur les collines du Bafouilly grâce à son petit-fils avec le même balafon conservé au musée du Poli. Et nous, on était petits quand elle est décédée.
Maintenant, comme c'est une famille de Balafon, on a hérité, comme les gens le disent. Feu Palais Confaté Roger, Dinani Palais faisait danser plus d'un lobby avec ce balafon de 14 lames lors des fêtes, qu'elles soient populaires ou religieuses. Balafoniste polyvalent, selon son entourage, il jouait également pour accompagner les morts dans leur dernière demeure. Nani a tiré sa révérence à l'âge de 57 ans et repose ici à Niobini, au secteur 8 de Gawa depuis le 16 octobre 1982. Veille, prières et échanges ont animé la nuit du 13 au 14 juillet dernier. La nuit du destin a été célébrée par l'Association des élèves et étudiants du Burkina en union avec le Centre religieux et de formation islamique CERFI. Les fidèles ont aussi été édifiés au cours de cette nuit sur le rôle de la jeunesse musulmane dans le processus de développement. Le point avec Issaka Oudraogo et Ismaël Diloma Sirima. Une nuit spéciale pour les musulmans. La 27e nuit du mois de Carême, encore appelée nuit du destin, est pleine de symbolique. Au cours de cette nuit-là, les musulmans sont appelés à adorer toute cette nuit-là, autant que Dieu leur a donné les capacités et les moyens, leur Seigneur, pour espérer de leur Seigneur miséricorde et pardon. Et tout au long de cette nuit, si vos invocations sont exaucées, vous êtes sûr d'avoir été pardonné et vous bénéficiez de la miséricorde de l'adoration de 1000 mois, c'est-à-dire 83 années d'adoration, qui vous est donnée au cours seulement d'une nuit. Pour agrémenter cette nuit, l'Association des élèves et étudiants du Burkina, AEMB, et le Cercle d'études, de recherche et de formation islamique CERFI ont tenu une conférence sur le thème « Place et rôle du musulman dans le développement de la nation ». La question du développement pour nous, pays qui n'arrivons pas à prendre en charge les besoins essentiels de nos populations, est essentielle, est prioritaire. Donc il appartient à chaque musulman aujourd'hui de savoir que l'heure n'est pas à l'observation passive. L'heure est à l'engagement, à tous les niveaux, au niveau de la société civile, au niveau de la société politique, dans tous les chantiers du développement, le musulman doit être un acteur du développement. Lecture de Coran, accompagnée de prières, ont couronné cette nuit du destin. Une nuit au cours de laquelle les fidèles musulmans ont imploré la grâce d'Allah afin qu'il y ait une paix et une cohésion sociale durable au Burkina Faso. La France commémore ce jour son indépendance le 14 juillet 2015, sacrifiée à la tradition et les Champs-Élysées, la célèbre avenue de la capitale française, était tricolore. Les militaires de l'opération Sentinelle ont été mis à l'honneur en ce jour de fête nationale française à l'occasion du traditionnel défilé sur les Champs-Élysées à Paris. Plus habitués à l'ombre qu'à la lumière des projecteurs, le RAID, le GIGN et la BRI ont également défilé ce mardi. L'opération a été mise en place après les attentats de janvier et pérennisée depuis. À l'occasion de la traditionnelle interview du 14 juillet, François Hollande, le président français, a assuré que l'exécutif ne baisserait pas la garde face à une menace terroriste qualifiée de majeure. Nous sommes mobilisés. Et je ne veux pas que les Français puissent avoir le moindre doute sur le dispositif que nous avons mis en place. Actuellement, il y a 30 000 policiers, gendarmes, militaires qui surveillent des sites. 30 000. Ça peut durer. Et ça va durer. Les Rafales, qui célèbrent cette année leur premier succès à l'exportation, ont percé le ciel parisien, suivi des détachements de parachutistes. Enfin, la Légion étrangère a comme chaque année conclu le défilé. Les quotidiens de ce jour reviennent sur le verdict de la Haute Cour de justice de la CEDEAO, tombé hier 13 juillet à Abuja, un verdict diversement interprété selon les journaux de ce 14 juillet. La revue de la presse est avec Touaboum Evelyne Dabiré. Le point d'accroche de vos quotidiens de ce 14 juillet est la décision de la Haute Cour de justice de la CEDEAO qui est tombée hier à Abuja. Une décision qui stipule que l'actuel code électoral est une violation de la libre participation aux élections, rapporte aujourd'hui au Faso. Et les réactions ne se sont pas faites attendre. D'abord, le compte Facebook du CNT, dès l'annonce du verdict, affichait que la Cour de la CEDEAO a reconnu en substance que cette disposition n'est ni illégale ni illégitime.
Elle ne demande donc pas la modification du code électoral actuel. Elle souhaite simplement que ses effets soient circonscrits aux dirigeants politiques, rapporte aujourd'hui au Faso. L'Observateur Palga publie une interview de l'avocat de l'État burkinabé, Maître Guy Hervé Kam, qui explique: cette haute cour de justice ordonne à l'État burkinabé de lever tous les obstacles à une participation aux élections. Et dans ce cas, interroge toujours mon confrère, est-ce que le Burkina est tenu de respecter à la lettre ce verdict? Non, le Burkina n'y est pas obligé. Réponse de l'avocat de l'État burkinabé qui illustre ses propos par l'exemple du procès de Karim Wade au Sénégal. D'autres réactions sont à lire dans votre journal Le Quotidien où certains jubilent et d'autres sont remontés. Mais le gouvernement de la transition dit prendre acte de cet arrêt et examinera avec la plus grande attention la décision de la Cour. Et vous trouverez publié dans vos quotidiens comme Sidoya l'intégralité de cette décision de justice. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Je vous retrouve à 22h15 pour la synthèse de l'actualité. Bonsoir.